Ça y est, on y est enfin. Troisième analyse d'un club londonien et certainement l'analyse du meilleur d'entre eux, en tout cas sur cette saison 2022-2023. On parle d'Arsenal. Concernant le mercato d'Arsenal, on garde la confiance d'Arteta, on en parle juste après. Pour ce qui est des joueurs et des nouveaux joueurs, on n'a pas des très gros noms avec des très gros chiffres du côté d'Arsenal. Mais voilà, des ajustements par-ci par-là qui vont vraiment fournir et améliorer le 11 type. On est sur l'arrivée de Zinchenko, sur l'arrivée de Jesus, sur l'arrivée de Vieira et sur le retour après son prêt à l'OM de Saliba. Pour ce qui est des départs, pareil, pas d'énormes noms, mais on a quand même le départ de Lacazette et de Bernd Leno. Après une saison 2021-2022, durant laquelle beaucoup de larmes ont été versées du côté d'Arsenal, avec cette qualification en Ligue des Champions qui s'est jouée vraiment à rien dans les derniers instants, on est cette année sur une équipe qui est actuellement première de Première Ligue avec 5 points d'avance sur le monstrueux City de Guardiola et qui a été première de son groupe en Europa League. Comment ça s'organise? Tout ça au niveau des dispositifs. Pour ce qui est de la formation initiale, on reste sur un 4-2-3-1 assez habituel du côté d'Arsenal. En revanche, ça va changer pour la formation lorsqu'Arsenal va avoir le ballon et va être dans des situations offensives. Là, on est sur une formation totalement novatrice. On est sur un 2-3-5. Alors bien sûr, voilà, c'est pas vraiment un 2-3-5, mais dans la moyenne de positionnement des joueurs, on est là-dessus, avec surtout des arrières de côté, Zinchenko et White, qui vont vraiment être très centraux et qui vont accompagner Partey, et des Xhaka et Odegaard qui vont vraiment monter presque à la hauteur d'offensif et d'attaquant dans le demi-espace. Un 2-3-5 très mobile qui permet enfin à Arsenal de jouer de la manière dont le souhaite son coach Arteta. Et c'est aussi possible avec l'arrivée des nouvelles recrues qui sont dans le profil parfait pour ce type de jeu. On a par exemple un Jesus qui a remplacé Lacazette. Lacazette qui était un joueur qui jouait beaucoup horizontalement et dans l'axe. Là on a Jesus, c'est un joueur qui est partout sur le terrain, qui est à droite, qui est à gauche, beaucoup à gauche, mais qui vient, qui décroche, qui participe au jeu. Joueur très mobile. On a également Zinchenko qui, on l'a vu, va jouer dans ce demi-espace-là et limite à avoir ce positionnement de relayeur gauche, alors que de base on le connaît, c'est plutôt un arrière de côté, un arrière latéral. Bien sûr, Arsenal est une équipe très mobile et Zinchenko va pouvoir des fois se retrouver sur le côté à fournir des centres. Mais la majeure partie du temps, il va être dans ce positionnement très central qui va amener encore plus de flexibilité pour Arsenal. La flexibilité, on la retrouve également avec Saliba, qui est vraiment un joueur très mobile, qui va mettre Wright, qui va décaler un peu Wright sur le côté et qui va faire en sorte qu'Arsenal va souvent facilement défendre à 3 derrière quand l'adversaire a repris le ballon. Mais Saliba, voilà, il fait aussi partie de ce football qui va vite, ce football vers l'avant. C'est un joueur qui est très bon quand il faut défendre dans son dos et ça rajoute encore de la flexibilité à cette équipe d'Arsenal. Enfin, pour continuer sur cette idée d'équipe très mobile, on a Ramsdale. Cette année, c'est la consécration, il est numéro 1, il n'y a aucun débat. Et c'est aussi un joueur qui, de par sa qualité de pied et de par son jeu qui est très gardien porté vers l'avant, va permettre à cette équipe d'Arsenal de pouvoir sortir des ballons proprement. Cette mobilité, elle va permettre à Arsenal d'asseoir une domination sur les parties, une domination qui se prouve avec cette statistique, les expected goals de différence toutes les 90 minutes. On voit qu'Arsenal, ils en ont un, donc ça prouve qu'ils ne sont pas en surperformance, mais qu'à chaque match, ils ont un expected goal de plus que leur adversaire. Et on est sur une équipe d'Arsenal qui va beaucoup mieux attaquer et qui va beaucoup mieux défendre que les années précédentes. Tout d'abord, en attaque, on voit que c'est une équipe qui va se créer beaucoup plus d'occasions et surtout qui va se les créer dans des zones beaucoup plus dangereuses que précédemment. Au niveau défensif, on est sur une équipe très moderne, donc on est sur une équipe qui va jouer très haut. Si on voit la ligne un peu de hauteur de la défense, on voit qu'elle augmente chaque année du côté d'Arsenal, et ça fait que dans son dos, il peut y avoir des dangers. Du coup, ce que va faire Arsenal, c'est qu'elle va exercer un énorme contre-pressing sur l'adversaire pour éviter que cet adversaire, justement, ait le temps de lancer ses attaquants dans son dos, dans le dos d'Arsenal. En plus de ça, on a Saliba qui est un joueur très mobile qui peut couvrir dans son dos au cas où l'adversaire arrive à bien se relancer. Et on a White qui est un joueur qui va être vraiment à tâche beaucoup plus défensive qu'offensive, qui permet à Arsenal d'avoir vraiment une assise à 3 quand il le faut, dans les moments critiques, et qui va vraiment donner de la confiance à sa défense. L'un des derniers points très intéressants à voir avec cette superbe équipe d'Arsenal, c'est ce qui se passe là-dedans, dans la tête et la confiance qu'elle a depuis le début de saison. On voit qu'il y a une énorme amélioration sur le contrôle des matchs du côté d'Arsenal. Il y a une stat qui est assez intéressante, c'est que sur les 30 premières minutes d'un match, à part en FA Cup récemment, ils ont concédé 0 but, que ce soit en Première Ligue ou en Europa League. A l'inverse, ils en ont marqué une dizaine. Ça fait que dans la grande partie des cas, Arsenal,
ils mènent au score durant un match. Et c'est-à-dire que le match va être à leur tempo, à leur rythme. Et précédemment, Arsenal, c'était une équipe qui n'était pas clutch, qui floppait souvent, qui menait au score et qui se faisait assez rapidement reprendre par des équipes un peu lambda, par-ci par-là. On voit que cette année, ça a changé. Ils mènent. Des fois, l'équipe, elle peut revenir à un but ou deux. On se dit, ah, c'est Arsenal, ils vont se faire reprendre, etc. Pas du tout. Cette année, on voit qu'Arsenal, ils ont quelque chose en plus, ils ont la hargne. Et dès qu'ils mènent, c'est solide. Dès que l'adversaire va remettre un but, ils vont en mettre un par-dessus. Et la confiance, elle avance. Et on a une équipe d'Arsenal qui est beaucoup plus maître de son destin dans les parties. Toutes ces ondes positives, elles arrivent également parce qu'il y a une confiance qui est retrouvée du côté d'Arsenal. Une confiance qui est tout d'abord collective. On a des joueurs qui commencent vraiment à se connaître, des joueurs qui ont vécu un mini-drame l'année dernière. Et vous savez, quand ces équipes elles ont été dans le dur, dès qu'ils commencent à y avoir des résultats positifs, bam, ça explose. Et on a également une confiance qui a été retrouvée du côté individuel. Des joueurs comme Odegaard, quand ils avaient 12 ans, c'était déjà des stars, ça devait être les stars du football, puis finalement ça l'a pas vraiment été, et là il se retrouve à Arsenal et il commence vraiment à montrer ce dont il est capable. On a des joueurs comme Saka, ce qu'il a vécu avec le drame en finale de l'Euro, les insultes racistes, etc. Il a réussi à relever la tête et désormais il est bon. On a Jesus qui est ce numéro 9 qui a jamais réussi à être incontestablement le buteur de Manchester City, et enfin on a Arteta. Arteta qui est un entraîneur qui aurait pu dans plein d'autres clubs être licencié depuis pas mal de temps et qui a la confiance de son club. Voilà, même si l'année dernière, il a un peu raté la toute fin de saison. Arsenal donne la confiance à son entraîneur, lui dit tu vas réussir, impose ta patte, on va te donner les moyens pour que tu réussisses et on croit en toi. Et ça change, ça te permet d'être beaucoup plus sûr, d'avoir un coach qui a le temps de faire des choses, d'innover certains trucs qui aujourd'hui fonctionnent. Pour ce qui est des pronostics en Europa League, on verra ce qui se passe en 8e de finale parce qu'ils ont été premiers de leur groupe, donc il n'y a pas de 16e de finale. Pour ce qui est du championnat, bien évidemment que Arsenal, c'est une équipe qui est sur le papier inférieure à Manchester City et qui, je trouve, joue moins bien que City, et c'est totalement normal, même si c'est vraiment infimement juste derrière City en termes de qualité de jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle joue moins bien, qu'elle ne va pas finir devant. Et il y a ce petit truc de City, quand elle affronte des adversaires en première ligue, les adversaires ils disent c'est City, faut les battre. Arsenal, c'est encore une surprise cette année. Quand on affronte Arsenal, on n'est pas là, on va affronter l'ogre, faut qu'on donne tout, etc. Et ça peut jouer parce que les adversaires de Manchester City vont être plus durs avec City que les adversaires vont être durs avec Arsenal. Même si à ça, je pense qu'il y a quelque chose qui va jouer, c'est le banc d'Arsenal qui est peut-être pas aussi fourni que City. Si un Partey se blesse, si un Saka se blesse, si un Jesus se blesse, qu'est-ce qui peut les remplacer? Est-ce que c'est d'aussi bonne facture? Ça va être compliqué, et pour ces raisons-là, je vois City être devant vraiment d'une très très courte tête, mais je vois City être champion de Première Ligue et pas Arsenal. C'était mon court bilan sur cette équipe d'Arsenal. Petit conseil, vraiment regardez-les jouer cette année, c'est super intéressant à voir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao!